Dans cette recherche, un ouvrier d'une usine de métallurgie a ouvert le bal à la fin du XIXe siècle, Frederick Winslow Taylor. Ancien tourneur devenu contremaître, Taylor est confronté à ce qu'il appelle la flânerie systématique de ses subordonnés. Il y voit une mauvaise organisation du travail. De ces années d'observation, Taylor publie en 1911 un ouvrage, Principles of Scientific Management. Il invente un tout nouveau modèle, le travail découpé en tâches, chronométré, avec des ingénieurs qui pensent et des ouvriers qui exécutent. La conception du pouvoir qui était derrière, c'était que le travailleur, lui, n'a pas à réfléchir, il a exécuté, et que ce qui est mobilisé, c'est essentiellement de canaliser l'énergie physique pour la transformer en force de travail dans un espèce de canevas dans lequel les gens sont mis dans des petites cases et où on leur décrit ce qu'ils doivent faire. Et à ce moment-là, la préoccupation, c'est d'améliorer la rentabilité en accélérant le processus. C'est la naissance de l'organisation scientifique du travail qui ne cessera plus de se développer au cours du siècle. Mais c'est Henry Ford qui va bouleverser la production industrielle et l'organisation du travail en inventant le travail à la chaîne. Dans son autobiographie, il raconte que cette idée de la chaîne de production est née d'une visite dans un abattoir de Chicago. Entre les deux guerres, Ford affiche sa volonté de vendre à ses propres ouvriers les voitures qu'ils produisent par une politique de doublement du salaire moyen. $5 a day. Il répond ainsi à un double objectif, stabiliser sa main-d'œuvre pour réduire les coûts de turnover et augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers afin de stimuler leur demande en biens de consommation. C'est le début de la production de masse. Ce paradigme fordiste ne cessera de se développer à travers le monde jusqu'à la fin des années 70. Être ouvrier dans l'immédiate après-guerre, appartenir à ce monde. La fierté se lit sur le visage de ceux qui ont connu cette période. Les ouvriers sont alors plus de 8 millions en France. Nombre d'entre eux sont des femmes. Au sortir de la guerre, la France a besoin de ses ouvriers pour reconstruire le pays que 5 années d'occupation ont laissé exsangue. L'homme du charbon est alors la figure incontournable de la classe ouvrière. L'ouvrier en 1945, c'est le héros de la résistance. Massivement, il est assimilé à une classe qui a résisté précocement à l'occupant. Et on dit aux mineurs, tu tiens le sort de la France entre tes mains. Mais vous vous rendez compte, un ouvrier traité comme un esclave pendant les 4 à 5 années d'occupation, à qui on vient dire de suite après, tu portes la France à bout de bras. La France, c'est toi qui peux la sauver avec ton marteau-piqueur. Ça explique cette fierté. L'ouvrier comptait. C'était une des rares périodes où l'ouvrier a compté. Que ce soit dans les mines, les usines, le bâtiment, il est des évidences pour l'ouvrier de cette période. Un ordre est établi, et pour ses enfants, la voie est toute tracée. Dans ma famille, il fallait aller bosser. Hein? Dès qu'on avait fini sa scolarité, eh bien c'était boulot. Il m'avait toujours dit, à 14 ans, tu iras travailler parce que nous, on ne peut pas se permettre de te faire des études, on n'a pas les moyens. Il n'y avait pas de cours d'enseignement supérieur. Après le certificat d'études, c'était fini de toute façon à l'époque pour les enfants des quartiers populaires. La norme, sauf pour la toute petite minorité qui va au lycée, mais ce n'est pas plus que quelques pourcents d'une classe d'âge, la norme est de quitter l'école à 14 ans. Pas à 13 ans avec les lois de Jules Ferry, à 14 ans à partir du Front populaire. Donc on est dans un passage qui est vécu d'ailleurs comme parfaitement évident. Marseille, La Joliette, débarquement d'immigrants algériens.
L'immigration et l'industrialisation en France sont deux processus intimement liés. La France a ce point commun avec les États-Unis d'avoir formé son monde ouvrier par l'immigration. En Algérie, il y avait des centres de recrutement pour de la main-d'œuvre en France, donc des recruteurs français qui venaient là-bas et qui, pour l'espèce de concours, rassemblement de gens, plutôt pas un concours, ils rassemblaient les gens, donc ils les testaient pour voir s'il y avait une bonne condition physique. Et à l'époque, les grands patrons de l'industrie sidérurgique cherchaient de la main-d'œuvre un peu partout, notamment dans le bassin méditerranéen. Et c'est comme ça que mon père s'est retrouvé à travailler ici en Lorraine au début des années 60. Il fallait des bras. Il fallait des bras parce que l'époque de la sidérurgie des années 60, c'était beaucoup du travail de force. Entrer dans le monde du travail, c'est bien sûr profiter d'un premier salaire. C'est aussi, surtout pour cette génération, découvrir un monde de valeurs. Je me souviens très bien qu'en arrivant, j'étais sur une enrubanneuse, donc à faire les circuits électriques, et j'avais du mal à faire le nombre. Parce qu'il faut plusieurs jours, parfois quelques semaines, pour arriver à atteindre le niveau de production, là, en quantité. Et il y avait des femmes, plus âgées que moi, qui venaient me voir, et puis en fin de journée, il t'en manque combien? Elles regardaient, puis elles me ramenaient parce qu'elles en avaient d'avance. Et là, vous tombez sur des anciens qui, voilà, déjà ils sont contents parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, ils peuvent, et puis ils mettent tout leur cœur à vous apprendre le métier, quoi. Et surtout avoir cette notion de la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est la qualité du produit. N'oublie pas, gamin, parce avec ça, on va faire des voitures. Peut-être que demain, ton père va acheter une voiture, et s'il y a un défaut, il ne sera pas content. Donc, s'il y a un défaut, ça sera notre faute. Donc, l'importance de la qualité du produit. Dans les villes et villages de France, la présence patronale est partout. À tel point que depuis la fin du 19e siècle, on parle de paternalisme. L'entreprise régit le travail, bien sûr, mais aussi les loisirs et la consommation de ses ouvriers et de leurs familles. Tout appartenait aux Vindel, quoi. Il y avait l'usine, mais l'église, y compris, appartenait aux Vindel, le boulanger, c'était une économie circulaire. Il n'y a rien qui sortait d'ici, quoi. On faisait tout Peugeot. On logeait Peugeot, on mangeait Peugeot, je vais pas vous dire on chiait Peugeot, mais pas loin, quoi. Tout était... L'argent était en servicieux. Peugeot donnait un salaire à nos papas, ils reprenaient ce salaire d'un autre côté. En 1955, les ouvriers des usines Renault gagnent par la grève une 3e semaine de congés payés. Le gouvernement Guy Mollet la généralise l'année suivante. Bien plus qu'en 1936 avec le Front populaire, prendre des vacances devient une réalité pour bon nombre de travailleurs. L'été venu, il n'est plus de chemin campagnard au détour duquel ne s'installe un campement. Avec une copine, qu'elle avait une voiture et puis qu'on a fait du camping du côté d'Argelès. Alors pendant les vacances, généralement on partait tout le temps, on partait camper. Dans un camping, vous allez laver la vaisselle avec tout le monde, ça vous coupe. Mais l'esprit camping, c'était le dépaysement, on va dire. On avait les cadeaux de l'usine à Noël, donc on recevait tous les mêmes jouets, le même cadeau, quoi. C'était pareil. Il y avait l'arbre de Noël, il y avait des trucs comme ça, quoi. Pour les enfants, il y avait des cadeaux jusqu'à 12 ans, je crois. Les enfants avaient un cadeau, avec un repas, un spectacle. C'était sympa, quoi. Donc tous les collègues se retrouvaient avec les conjoints et puis les enfants. Alors chez Renault, je peux... Mais la classe ouvrière, elle au freinement. Et c'est énormément de couples qui se sont formés au freinement. Puis une fois, Louis et Simone, ils ont dit « Ah ben Nick, faut venir à Waterloo », c'était le bal du Sporting. Et c'était aussi à Saint-Valentin. Et puis c'est là que j'ai connu mon mari. Ah ben c'était notre loisir principal, quoi. C'était une grande salle des fêtes. Et puis on était tout autour, les filles, et puis les gars, ils venaient nous inviter. Eh ben on invitait tout simplement. Bonjour mademoiselle. Non, faut pas rire. Non, simplement on danse. Et puis... Non, faut pas... Ah non. Non, on n'est pas très doué pour les trucs comme ça, non. Petit à petit,
l'habitat de la France ouvrière se métamorphose. Une politique de construction de grands ensembles a été lancée dès les années 50. C'est une époque où accéder à un HLM, c'est faire un saut dans la modernité et le confort. C'est une époque où la convivialité se faufile entre les tours. On n'était que potes, on n'était pas le turc, la tunisienne, la française, on était tous amis. Chacun parlait un peu de ce qu'il vivait dans sa famille, dire bah moi chez moi on fait comme ça, chez moi on fait comme ça. Mais on n'avait pas ces sentiments un peu de différence entre les uns et les autres. On était vraiment tous, tous amis, tous potes, on est du même milieu, on vivait les mêmes choses. Notre père partait en même temps à l'usine, il rentrait en même temps. C'était très, très soudé en fait. Ouvrier. Le mot est lancé avec fierté. Ouvrier. Pour celles et ceux qui ont eu 20 ans dans le creux des années 60, le mot se fait étendard. Au cœur de la 5e République gaulliste, il doit faire face à une nouvelle révolution industrielle. L'automatisation redessine la place de l'ouvrier. Ces années-là vantent le confort et le plein emploi, mais les ouvriers de cette génération interrogent la société. Ne sont-ils que des machines à produire? Tout le temps le même geste, et puis c'est une amputation. Enfin, est-ce que depuis la nuit des temps, les hommes auraient imaginé de faire le même geste? Le niveau d'exigence ouvrière, tout simplement, s'élève. Et ce qui était considéré comme on le fait, c'est difficile, mais on n'a pas le choix, dans les années 30 ou dans les années 50, c'est vécu à partir des années 60 comme c'est pas admissible de nous traiter comme ça. Et il faut trouver des solutions. Dans ces années 60 qui chantent le progrès, les ouvriers prennent conscience que leur travail est de plus en plus segmenté. Ils ne fabriquent plus une pièce ou un objet, ils exécutent un geste. En 1968, c'est au cœur des chaînes et des appareils de production que le malaise va éclater. Revendications salariales, bien sûr, mais aussi et surtout, remise en cause des cadences trop élevées, de l'organisation même du travail. Ceux qui ont fait le mouvement de 60, les étudiants se sont bien battus, pas de problème. Enfin, ceux qui ont fait 68, hein, c'est des millions de salariés en grève. Hein. Les grèves de mai-juin 68 sont les grèves ouvrières les plus importantes du siècle. Il y a 7 millions sans doute de salariés en grève, plus qu'en 36. On est dans un moment où, quand on est étudiant et qu'on se met en grève, on va voir les ouvriers. Parce que c'est eux, la classe révolutionnaire. C'est eux qui incarnent la vérité du combat de classe. Et la force des grèves ouvrières de 68, c'est que c'est aussi des grèves où on va contester l'organisation du travail. On va s'en prendre à la rationalisation du travail. On va vouloir inventer une autre manière de travailler. La question nous concerne tous. 1974 sera-t-elle une année de crise? Et dans l'affirmative, combien de temps peut-elle durer? Et en quoi affectera-t-elle notre vie? Entre 73 et 74, la crise énergétique ne fait en fait que accélérer un processus qui a démarré depuis le début des années 70, de ralentissement des gains de productivité, de début de montée du chômage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un seuil psychologique. La barre du 1 300 000 demandeurs d'emploi vient d'être franchie au mois d'octobre. Monsieur, je travaille depuis l'âge de 15 ans. C'est la première fois que je me trouve au chômage. Je vous garantis que ça fait mal. Hein. Franchement, ça fait mal. Quel est votre métier? Moi, je suis tourneur-fraiseur. Progressivement, une conscience de crise va s'installer. Le nombre de chômeurs, lui, va augmenter de 400 000 en 74 jusqu'à 2 millions en 81. Donc en 7 ans, il y a 1 500 000 chômeurs de plus. En gros, c'est le septennat de Giscard d'Estaing. Le changement politique est brutal. La sidérurgie française ne s'en remettra pas. Des sites entiers sont fermés. Les entreprises les plus rentables sont privatisées. Pour les régions qui ne vivaient que d'une seule industrie,
la casse sociale est dramatique. Je m'en souviendrai toujours. Le dépôt de bilan a été fait. Les gens ne croyaient pas ici. Hein. Dans les ateliers, tout le monde disait c'est pas possible. Nous, c'est impossible que ça nous arrive. Quand vous rentrez dans l'usine, vous n'avez pas de formation. Quand vous apprenez à faire un travail manuel, mais un travail que tout le monde peut faire, un travail de manœuvre, vous pouvez vous prévaloir de quoi à sa sortie? Qu'est-ce que vous savez faire? Ben, je sais déplacer des ponts roulants d'usine. S'il n'y a pas d'usine, vous faites quoi? Ben, je sais pas. J'ai vu des mecs partir en pleurant, qui ne voulaient pas partir. Parce qu'ils disaient, attendez, vous êtes en train de me tuer, là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? C'est pour ça que je disais, il y a eu beaucoup de divorces, il y a beaucoup l'alcoolisme a fait une explosion. Les gens qui squattaient dans les bars, parce qu'ils se disaient, mais moi, je ne sers plus à rien. Dans les années 80, c'est pour ça que le secteur de la sidérurgie devient beaucoup plus emblématique pour l'opinion française. Ça ferme et il n'y a rien. Il y a juste des politiques d'accompagnement social. On détruit des emplois, il n'y a plus rien, et on crée des politiques d'accompagnement social, RMI, allocation chômage, etc. à côté. Et qui fait que la génération d'après s'identifie même plus au travail. Et ils veulent même pas être ouvriers d'ailleurs, surtout pas comme mon père. Mon père, on l'a fait venir, ils l'ont pressé comme un citron pour le jeter après. Non, vous rigolez? C'est quoi, c'est votre... Ils ne s'identifient pas à cette société. Je m'en souviens avec un de mes beaux-enfants. Un jour, on a eu une discussion et... C'était quel âge? C'était juste avant le bac. Et je lui ai dit, ça serait bien, comme l'école t'aime pas trop, que tu ailles faire un BEP d'opticien. Papa, ouais, c'est un BEP. Dans l'optique, il y a un lycée technique ici. Il aurait mieux valu que je l'insulte. Tellement c'était tellement dévalorisant de le voir dans un métier manuel. Les ouvriers n'ont pas cessé d'exister. C'est pas simplement une question de baisse numérique, c'est une question d'éclatement de tout ce qui, culturellement, quotidiennement, politiquement, socialement, pouvait constituer le groupe comme quelque chose d'unifié. Il y a toujours des ouvriers, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le mot, il n'y a plus de classe ouvrière. Il y a eu des stratégies patronales pour supprimer le mot ouvrier. Par exemple, dès les années 70, on a remplacé le mot ouvrier par agent de production. Par là, on voulait briser une identification à la fois sociale et politique. Moi, je n'étais pas femme de ménage, j'étais technicienne de surface. Parce que technicien, bon, effectivement, ça raconte quelque chose, mais technicien de surface, ça veut rien dire. Il n'y a pas de réel dedans. Tu dis, je suis femme de ménage, voilà, je suis une femme et je me tape le ménage. Là, il y a du réel, il y a du sens. C'est important, les mots. On ne dit plus plan de licenciement, on dit plan de sauvegarde de l'emploi. Mais c'est trop fort, ça. Je vais virer 2000 personnes, je fais un plan de sauvegarde de l'emploi. Excusez-moi, quoi. Faites-moi rire. Chaîne, ça devait être dur, chaîne, je pense. Parce que ça ramène plein d'images. Hein. T'as les chaînes. C'est quelque chose où t'es enchaîné. Donc la ligne, je pense que c'est beaucoup plus fluide. Tout juste, c'est quand tu travailles à la chaîne, t'es pas ingénieur. Sur le papier. Déjà, on efface le langage. Après, il suffit de plus en parler pour qu'il n'existe plus. De 68, dans tous les pays occidentaux, mais particulièrement en France, où il y a eu quand même 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines, il y a eu une remise en cause globale des règles du jeu taylorien, fordien dans les entreprises. Et ce qui était intéressant, c'est que a émergé, sous le slogan par exemple de ne pas perdre sa vie à la gagner, une volonté de la part des travailleurs de pouvoir s'épanouir et se réaliser dans le travail, de pouvoir justement y mettre du sien tout en étant reconnu pour les qualités qu'on mettait dans son travail. Et donc les salariés, surtout les ouvriers, demandaient de la dignité, mais un peu plus d'autonomie, plus de liberté au travail, plus de reconnaissance pour les qualités mises dans le travail et la qualité de l'engagement. Et cette révolte a vraiment traumatisé le patronat parce que les directions d'entreprise, employeurs, étaient persuadés qu'ils n'arriveraient pas à remettre au travail cette classe ouvrière aussi révoltée. Donc il fallait trouver un moyen
pour continuer à exploiter cette main-d'œuvre avec leur consentement. Il faut rompre avec le taylorisme parce que ça abrutit le travailleur, parce que c'est de la discipline, parce que c'est du pouvoir qui est obsolète et donc il faut redonner au facteur humain sa place centrale. Avec leur consentement. Et a émergé véritablement un nouveau modèle managérial qui s'est fondé sur un socle très intéressant de leur point de vue d'employeur, c'est de procéder à une individualisation de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. Vous voulez, vous les salariés, de la liberté, de l'autonomie, de la reconnaissance, de la dignité, nous allons vous la donner. Mais ça passe nécessairement par une individualisation. Et donc on a vu arriver toute une série de dispositifs apparemment anodins, comme par exemple les horaires variables, qui voulait dire en fait une attaque en règle des collectifs, parce que si on n'embauche pas à la même heure, on ne prend pas les pauses à la même heure, on ne déjeune pas à la même heure, on ne sort pas ensemble, donc ça déstabilise un peu les collectifs, de la même manière que la rotation des tâches, pour introduire de la variété. Mais ça veut dire qu'on n'est plus côte à côte dans l'atelier et qu'on n'a plus ce sentiment de partager un destin commun dans l'entreprise. Et puis après, il y a eu l'individualisation des primes, tout naturellement. Écoutez, si vous voulez qu'on vous reconnaisse à vos réelles qualités, il faut bien qu'on distingue et on va récompenser ceux qui ont le meilleur engagement dans le travail, ceux qui sont les plus efficaces, les plus inventifs. Puis après, il y a eu l'individualisation des salaires. Et on sortait de cette équation à travail égal, salaire égal. Et du coup, c'est véritablement une explosion de l'identité commune de la classe ouvrière pour arriver avec ce fameux entretien de chaque salarié avec son supérieur hiérarchique, avec son N+1, au cours duquel chacun se voit fixer des objectifs personnels et puis, au bout d'un an, évaluer dans sa performance personnelle. Qui aboutit à ce qu'on peut voir maintenant dans les entreprises, c'est à montrez-nous qui vous êtes. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Étonnez-nous. Ce que nous souhaitons, c'est que Carglass soit une référence en matière de service. La direction siège au sommet. Un étage en dessous, au deuxième, les cadres, qui organisent, supervisent, améliorent en permanence l'efficacité de la machine. Au premier, les employés, ceux qui réceptionnent les clients. Des milliers d'automobilistes au téléphone, énervés face à leur voiture cassée, à la recherche d'un garage en urgence. Le call center est le centre névralgique de l'entreprise. Si nos salariés ne sont pas dans un environnement qui les mette dans les meilleures conditions, comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. Première étape, c'est la motivation. Il faut les motiver, il faut que l'équipe soit motivée. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans notre travail, c'est qu'on a des challenges pour nous motiver. A priori, c'est Franck. Et lui, il se dit être le meilleur chargé de clientèle. C'est Anthony, un technicien. Et pareil, en fait, là, c'est un challenge pour élire le meilleur chargé d'assistance et le meilleur technicien. Pareil, ils sont quelques-uns à concourir pour avoir de très jolis lots. Ça motive tout le monde, je pense, hein, avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. C'est comme ça qu'on les rend performants. Ouais, Axel? Ouais, c'est Sofiane. Ah, excuse-moi, j'étais un petit peu débordé tout à l'heure. Bon, là, ça commence à être un peu chaud. Hein. On a 18 appels en attente. Oui, 10. Nos clients n'aiment pas attendre, c'est-à-dire qu'au bout d'une minute, d'attente, 1 minute 30, ils vont raccrocher. Et c'est ça qu'on va suivre. Les primes des chargés d'assistance dépendent en grande partie de leur capacité à capturer ce client. Le client m'appelle, j'ai un bris de glace, je suis capable de lui planifier un rendez-vous et ce rendez-vous est facturé. Merci à vous et bonne journée, au revoir. C'est ça pour nous le plus important puisque c'est le cœur du business. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient des patrons qui les écoutent, qui les respectent, qui leur donnent une vision. Il faut qu'ils sachent où ils vont aller. Il faut un patron qui soit capable de les comprendre, qui soit capable de les développer, qui soit capable de les pousser, qui soit capable de les coacher, c'est-à-dire de leur dire quand ça va ou quand ça va pas, et qui soit capable de faire en sorte qu'ils se développent sur leurs propres forces. En fait, c'est véritablement
entre guillemets, l'idéal vers lequel on essaye de tendre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta prestation, d'après toi? Oui, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout demandé. Je vais vous demander quelques informations au niveau de votre assurance. Et effectivement, on doit dire ce qu'on a bien fait et ce qu'on a oublié de faire et ce qu'on pourrait améliorer. J'ai dû oublier quelque chose, mais apparemment, j'ai tout dit. Ouais. J'ai été directive auprès du client et... Je vais juste donner un exemple pour montrer à quel point c'est important le fait de devenir une référence de service. Et c'est quelque chose que je dis aussi souvent à mes clients parce que c'est très caractéristique de ce que nous voulons être. On mesure systématiquement chaque semaine la satisfaction des clients qui sont venus chez nous. On fait pas loin de 120 000, 130 000 enquêtes par an auprès de nos clients pour savoir si, entre autres choses, le service il a été excellent, bon, moyen ou mauvais. On ne dit pas très bon, on dit excellent. Ces 120 000 appels téléphoniques sont la base du système de management. Ils sont émis par un prestataire français, délocalisé en Espagne dans la banlieue de Barcelone, là où le SMIC est 2 fois plus faible. De ce centre d'appel, plus de 400 communications sont émises quotidiennement. Elles permettent à l'entreprise d'évaluer les performances de chaque centre de réparation. Excusez-moi, diriez-vous que votre impression générale est excellente, bonne, moyenne ou mauvaise? Excellente, hein? Comment jugez-vous l'amabilité du personnel de Carglass, s'il vous plaît? Excellente? Bon, excellente, hein? Que pensez-vous de la compétence du personnel de Carglass? Vous diriez que cette compétence était excellente, bonne, moyenne, mauvaise? On est dans une activité de main-d'œuvre, on est dans une activité de service. On rémunère bien entendu nos collaborateurs, bien sûr avec un salaire de base, mais on les rémunère aussi avec une partie variable. Et cette partie variable, à la différence de plein d'entreprises, elle n'est pas sur le profit, elle n'est pas sur le chiffre d'affaires, elle n'est pas sur des ventes additionnelles qu'on le pourrait faire. Enfin, chez Carglass, il n'y en a pas beaucoup, on fait que du pare-brise. Elle est sur la satisfaction des clients. On mesure, je vous l'ai dit, toutes les semaines. Donc tous les mois, on a la performance de la satisfaction du centre. On classe nos centres. Les meilleurs touchent le plus possible, enfin touchent le maximum de bonus. Les moins bons touchent rien. Tout est calé à 70% sur la satisfaction des clients. Je peux vous dire que ça les incite véritablement à être souriants et à faire en sorte que quand un client vient, il soit ravi. Le salaire variable, la prime. La prime par rapport à? Par rapport à la satisfaction client. Oui, après il y a, oui, on a chez nous, nous avons des primes, oui. Nous avons des primes. Vous en pensez quoi? J'en pense. Février, ça se tient encore un peu. Allez, plus on va tendre vers La prime à la satisfaction est un système très efficace. Le montant de la prime à distribuer est invariable, budgété par avance. Quand l'entreprise fait plus de profit, la prime à la satisfaction, elle, n'augmente pas. Comment jugez-vous la ponctualité du technicien à son arrivée? Les enquêtes de satisfaction ne servent qu'à organiser la compétition, à ce que chacun oublie la tâche impossible pour se concentrer sur la course au podium. On pourrait croire à l'esprit d'équipe. L'entreprise prétend, grâce à la prime, favoriser la cohésion. Une culture du tous ensemble, en quelque sorte. La réalité est plus triviale. Il s'agit bien d'une prime d'équipe qui dépend de la capacité de chacun à se dépasser. Un seul ouvrier qui travaille moins bien est un maillon faible pour les autres. Voilà comment la prime par équipe fait de chacun le contrôleur de son collègue. Vous diriez que c'était excellent, bon, moyen ou mauvais? Que pensez-vous de la compétence du personnel de Carglass? Vous diriez que cette compétence était excellente, bonne, moyenne, mauvaise, excellente, hein? Comment jugez-vous la propreté du véhicule atelier et la présentation du personnel de Carglass? Excellente, bonne, moyenne, mauvaise? Bonne, hein? Dans ce cas-là, d'accord. Ça saoule les équipes, ça met les équipes en compétition, ça... En compétition, oui et non, mais faut arrêter là. Les ouvriers du tertiaire aujourd'hui, ça peut être des manutentionnaires, des cuisiniers dans des cuisines de restauration collective, par exemple, qui sont classés comme ouvriers et qui ne se représentent absolument pas comme ouvriers. Ça peut être des ouvriers dans des garages qui réparent l'automobile, ça peut être, etc., etc. Donc il y a de multiples figures qui ont souvent pour point commun de travailler dans de petites structures, de ne pas se vivre eux-mêmes comme ouvriers. Beaucoup refusent absolument de se définir comme ouvriers. Et effectivement, si vous demandez, un certain nombre de sociologues l'ont fait,
même à des ouvriers de définir dans quelle partie de la population ils se trouvent, ils vous diront qu'ils appartiennent aux classes moyennes pour certains, mais qui ne se sentent pas ouvriers. Donc c'est ça surtout qui, je pense, est le plus marquant, c'est ce processus de dislocation d'une identité collective.